le bug dans la matrice, les indices, que votre réalité est une simulation. Salut, explorateur de la réalité. Avez-vous déjà eu cette étrange sensation que tout ce qui vous entoure n'est pas tout à fait réel, comme si c'était un film incroyablement réaliste, un rêve dont vous ne pouvez pas vous réveiller? Aujourd'hui, nous n'allons pas rester en surface. Nous allons faire un voyage profond, une descente à travers 5 niveaux de connaissances sur l'une des questions les plus hallucinantes que nous puissions nous poser. Vivons-nous dans une simulation? Je vous promets une chose, à la fin de cette vidéo, la façon dont vous voyez le monde, votre chaise, votre écran, votre propre existence sera complètement transformée. Prêt pour la descente? Niveau 1, la surface que tout le monde connaît. Bon, commençons par ce que tout le monde a en tête, le film de Matrix. L'idée est simple. Ce que nous croyons être le monde réel est en fait un programme informatique super avancé et nous y sommes connectés. C'est la pilule rouge ou la pilule bleue. C'est la version pop de l'idée, celle qui nous a tous initiés à cette folie. C'est notre base, notre point de départ. Maintenant, pensez aux jeux vidéo, surtout aux jeux en monde ouvert comme Grand Theft Auto ou The Witcher. Il y a des personnages contrôlés par les joueurs, comme vous, et puis il y a les PNJ, les personnages non joueurs, qui suivent un script, répètent les mêmes phrases. Ne vous êtes-vous pas parfois senti comme si certaines personnes autour de vous fonctionnaient avec un programme simple? Ou même vous-même, dans votre routine quotidienne, ne suivez-vous pas parfois un code préétabli? Se réveiller, café, travail, dormir, répéter. Cette idée que notre vie imite la structure d'un jeu est quelque chose qui résonne avec énormément de monde. Mais attention, cette idée n'est pas née avec les ordinateurs. Il y a plus de 2000 ans, un philosophe grec appelé Platon a raconté une histoire incroyable, l'allégorie de la caverne. Imaginez des prisonniers qui ont vécu toute leur vie enchaînés dans une grotte, regardant un mur. Derrière eux, il y a un feu de bois, et entre le feu et eux, d'autres déplacent des objets. Les prisonniers ne voient que les ombres de ces objets sur le mur, et pour eux, ces ombres sont la réalité. Ils ne connaissent rien d'autre. Platon se demandait, et si nous étions comme ces prisonniers, confondant les ombres avec le monde réel? Et enfin, à ce niveau de base, pensez à quelque chose d'aussi simple que la gravité. Vous laissez tomber votre téléphone avec précaution, et il tombe toujours vers le bas. Les lois de la physique sont incroyablement cohérentes, prévisibles, presque programmées. Elles fonctionnent avec une fiabilité mathématique étonnante dans tout l'univers. Pourquoi cette cohérence si rigide? Pourquoi tenons-nous pour acquis que le code de l'univers ne change jamais? Voilà donc, de Matrix, les jeux vidéo, la caverne de Platon et les lois prévisibles de la physique. C'est le niveau 1, c'est la pointe de l'iceberg que la plupart connaissent. Ce sont les idées qui flottent dans la culture populaire et qui nous font dire « Tiens, quelle idée folle et amusante ». Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quels sont les moteurs secrets qui l'animent en dessous? Il est temps de plonger. Bienvenue au niveau 2. Niveau 2, les mécanismes cachés. Vous vous souvenez que nous avons parlé de la cohérence incroyable des lois de la physique? Eh bien, certains physiciens ont une explication qui ressemble à de la science-fiction. Ce pourrait être une question d'optimisation des ressources. Pensez à un jeu vidéo. Tout le monde n'est pas rendu à la qualité maximale en même temps, votre console exploserait. Elle ne rend en détail que ce que le joueur regarde. Peut-être que notre univers fait la même chose. Il ne calcule la réalité en détail que lorsque quelqu'un ou quelque chose l'observe. C'est l'une des interprétations les plus étranges de la physique quantique. La réalité n'est pas fixée tant que nous ne la mesurons pas. Et voici une règle invisible qui gouverne notre univers, la quantification. Un nom technique, mais l'idée est super simple. Cela signifie que la réalité n'est pas continue, elle est pixelisée. Imaginez la différence entre une rampe douce et un escalier. La rampe est continue, vous pouvez être en des points infinis. L'escalier est quantifié, vous ne pouvez être que sur une marche ou sur la suivante, pas au milieu. Les scientifiques ont découvert que l'énergie et la matière se comportent comme l'escalier, pas comme la rampe. Elles viennent en paquets indivisibles comme des pixels. L'univers, à son niveau le plus fondamental, semble avoir une résolution minimale, comme une image numérique. Maintenant, parlons de notre cerveau. Il a une erreur de fabrication fascinante appelée biais de confirmation. C'est très simple. Si vous croyez en quelque chose, votre cerveau devient un expert pour trouver des preuves qui le confirment et ignore complètement celles qui le contredisent. C'est comme si vous mettiez des lunettes qui ne vous laissent voir que les choses qui vous donnent raison. Si vous commencez à croire que vous vivez dans une simulation, vous verrez soudainement des preuves partout, des coïncidences étranges, un déjà-vu. Votre cerveau vous aide à construire ce récit, faisant paraître l'hypothèse de la simulation beaucoup plus évidente qu'elle ne l'est. Cela nous amène à une mini-histoire. Avant les ordinateurs, les philosophes jouaient déjà avec ces idées. Un type nommé Zénon d'Élée, dans la Grèce antique, a posé des paradoxes qui nous brisent la tête. Le plus célèbre est celui d'Achille et de la tortue.
Achille, le coureur le plus rapide, ne pourrait jamais rattraper une tortue s'il lui donne une petite avance, car pour arriver là où se trouve la tortue, il doit d'abord parcourir la moitié de la distance, puis la moitié de ce qui reste, et ainsi à l'infini. C'était une façon de dire que le mouvement est une illusion. Ces penseurs, sans le savoir, luttaient avec l'idée d'un univers pixelisé que nous avons mentionné plus tôt, des milliers d'années avant que nous ayons la technologie pour même le concevoir. Mais pourquoi cette idée nous attire-t-elle autant ? Parce qu'elle répond à un besoin humain fondamental, le besoin de sens. Penser que l'univers est un chaos aléatoire et sans but peut être terrifiant. Mais si c'est une simulation, alors elle a un créateur, un programmeur. Elle a un but, même si nous ne le connaissons pas. Elle nous rend un sens de l'ordre et du récit au cosmos, nous fait nous sentir moins seuls et moins insignifiants. Et le dernier mécanisme de ce niveau change tout. On l'appelle l'émergence. Qu'est-ce que c'est ? C'est la façon dont des règles très simples peuvent créer des systèmes incroyablement complexes sans que personne ne les conçoive. Pensez à une fourmilière. Chaque fourmi suit quelques règles de base, mais ensemble, elles créent une colonie super organisée. Ou au jeu de la vie de Conway, un programme simple où quelques règles sur la façon dont les pixels vivent ou meurent sur une grille créent des motifs étonnants qui semblent vivants. Cela rend l'idée d'un univers simulé beaucoup plus crédible. Il ne faudrait pas un programmeur concevant chaque atome, juste un code de base très simple qui, lorsqu'il est exécuté, donne naissance à toute la complexité que nous voyons. Ainsi, dans ce niveau 2, nous avons vu qu'en dessous de la surface, il y a des engrenages fascinants. Un univers qui économise les ressources, qui est pixelisé, un cerveau qui cherche des motifs et une complexité qui peut naître de règles simples. Comprendre ces mécanismes ne nous rend plus de simples spectateurs. Nous commençons à comprendre le comment et le pourquoi de cette idée folle. Mais si vous pensiez que tout était clair, préparez-vous, car c'est là que l'histoire devient un véritable chaos. Bienvenue au niveau 3. Niveau 3, le chaos de la réalité, débat et complexité. La plus grande controverse vient d'un philosophe nommé Nick Bostrom. Il a posé quelque chose appelé le trilemme de la simulation. Imaginez-le comme 3 portes, et il est très probable que l'une d'entre elles soit la vérité. Porte 1. Presque toutes les civilisations avancées s'éteignent avant d'avoir la capacité de créer des simulations réalistes. Porte 2. Les civilisations qui atteignent ce niveau, pour une raison quelconque, éthique, manque d'intérêt, décident de ne pas créer de simulation. Porte 3. Presque certainement, nous vivons dans une simulation. Le débat est brutal. Laquelle des 3 vous semble la plus probable ? Parce que si les 2 premières sont peu probables, la 3e devient presque une certitude. Maintenant, laissez-moi vous confier un secret. Beaucoup de gens croient que les glitches dans la matrice, comme le déjà vu, sont des preuves. Je suis désolé d'être l'ami qui crève votre bulle, mais ce n'est pas le cas. Le déjà vu, par exemple, a des explications neurologiques fascinantes. C'est comme un petit court-circuit dans votre cerveau, où une nouvelle expérience va directement dans la mémoire à long terme, vous donnant l'impression de l'avoir déjà vécu. Pourquoi aimons-nous l'idée du glitch ? Parce que c'est plus excitant, plus mystérieux, cela nous fait nous sentir spéciaux, comme si nous avions vu une erreur dans le code du monde. Voici un paradoxe qui vous fera réfléchir. Si nous sommes dans une simulation créée par une civilisation plus avancée, qui nous dit que cette civilisation n'est pas, à son tour, dans une autre simulation, et les créateurs de celle-ci dans une autre? C'est une boucle infinie, une poupée russe de réalité. On appelle cela la régression infinie. Il n'y a pas de fond, pas de réalité de base. C'est un abîme philosophique qui nous oblige à nous demander si tout est une simulation, existe-t-il même quelque chose comme la réalité réelle? Et maintenant, un point de vue inconfortable. Pensons à l'éthique. Si Bostrom a raison et qu'il est possible de créer des simulations d'ancêtres, c'est-à-dire des simulations de personnes comme nous, est-ce correct? Si nous sommes des personnages dans l'expérience de quelqu'un, toutes nos souffrances, nos joies, nos amours ne seraient que des données pour nos créateurs. Nous serions littéralement des rats de laboratoire conscients. La plupart acceptent l'idée comme un jeu mental amusant, mais si vous y réfléchissez, cela a des implications morales terrifiantes. Ce qui est si fascinant, c'est de voir comment ce débat a changé. Quand nous parlons de Platon, la discussion était purement philosophique, sur la nature de la connaissance et de la perception. Aujourd'hui, grâce à des gens comme Bostrom, c'est un débat sur la probabilité et la computation. Et en ce moment, il entre dans une nouvelle phase, avec des physiciens qui recherchent des preuves empiriques dans les lois de l'univers. La question est la même, mais nos outils pour l'aborder sont radicalement différents. Tout cela nous relie à un problème fondamental de la condition humaine, la liberté. Si nous vivons dans une simulation, avons-nous un vrai libre arbitre? Ou chaque décision que vous croyez prendre est-elle déjà prédéterminée par le code du programme? Cette question touche le cœur de ce que signifie être humain. Suis-je l'auteur de ma vie ou juste un personnage suivant un script? Comme vous le voyez, le niveau 3 est un champ de bataille.
La réalité de ce sujet est désordonnée. Elle est pleine de débats féroces, de paradoxes sans solution et de questions éthiques qui nous mettent mal à l'aise. Il n'y a pas de réponse facile ici. C'est le chaos de la réalité qui se heurte à une idée trop grande pour notre esprit. Très bien, vous avez survécu au chaos. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Bienvenue au niveau 4. Niveau 4, connaissance experte, les secrets de niche. Ok, c'est quelque chose que vous ne trouverez pas dans une recherche rapide. Un physicien nommé James Gates Jr. travaillait sur quelque chose appelé la supersymétrie, une théorie sur les particules fondamentales. Et en développant les équations, il a trouvé quelque chose d'incroyable. Intégré dans les mathématiques qui décrivent la réalité, il y avait un type de code informatique. Plus précisément, un code d'autocorrection d'erreurs, très similaire à ceux que les navigateurs web utilisent pour s'assurer que les données sont transmises sans erreur. Trouver un code de correction d'erreurs dans les équations du cosmos est inquiétant, c'est le moins qu'on puisse dire. Parlons d'un détail technique appelé la limite GZK. Ça a l'air compliqué, mais l'analogie est géniale. Imaginez que l'univers est un jeu vidéo avec une distance de rendu. Les objets très éloignés sont flous ou n'apparaissent même pas pour économiser la puissance de calcul. Eh bien, la limite GZK est quelque chose de similaire. C'est une limite théorique d'énergie qu'une particule cosmique peut avoir en voyageant dans l'univers. Celles qui ont plus d'énergie, mystérieusement, n'atteignent pas la Terre. C'est comme si l'univers avait un plafond de traitement, une limite à ce qu'il peut calculer. Certains physiciens spéculent que cela pourrait être une preuve d'une structure computationnelle sous-jacente. Je veux vous parler d'un héros secret de cette histoire, Konrad Zuse. Ce fut un ingénieur allemand qui, en pleine Seconde Guerre mondiale et de manière totalement isolée, construisit l'un des premiers ordinateurs programmables du monde. Mais le plus incroyable est qu'en 1969, il écrivit un livre intitulé Rechnender Raum, espace calculateur, où il proposait que tout l'univers est en essence un automate cellulaire, une sorte d'ordinateur géant. Il fut le premier à formuler l'hypothèse de la simulation d'un point de vue computationnel, des décennies avant qu'elle ne devienne populaire. Un véritable pionnier oublié. Maintenant, une vision rebelle. Et si ce n'était pas une simulation, mais un hologramme, c'est la théorie holographique. Ce n'est pas aussi technique que cela en a l'air. Pensez à l'hologramme de sécurité de votre carte de crédit. C'est une surface 2D qui contient toutes les informations pour créer une image 3D. Eh bien, cette théorie propose que toute notre réalité 3D, avec sa profondeur et son volume, pourrait être une projection d'informations stockées sur une surface 2D aux confins de l'univers. Nous ne serions pas des personnages dans un ordinateur, mais des projections holographiques. Une idée tout aussi hallucinante. Il existe un phénomène en physique quantique qu'Einstein lui-même a appelé action fantomatique à distance, l'intrication quantique. Imaginez que vous ayez deux particules qui sont connectées. Vous les séparez l'une sur Terre et l'autre sur Mars. Ce que vous faites à l'une affecte instantanément l'autre, plus vite que la vitesse de la lumière. Cela va à l'encontre de notre bon sens, n'est-ce pas? Mais dans le contexte d'une simulation, cela a du sens. Pensez à deux personnages d'un jeu vidéo. Leur état peut être lié dans le code du jeu. Peu importe la distance qui les sépare sur la carte, si le code dit « si A change, B change », le changement est instantané parce que la distance dans le jeu est sans importance pour le processeur qui exécute le code. Et voici le moment Eureka. Connectons les pièces. Rappelez-vous que nous avons parlé d'un univers pixelisé, quantifié. Ensuite, d'une possible distance de rendu cosmique, la limite GZK. Et maintenant, d'une action fantomatique à distance qui ignore l'espace, l'intrication. Et si ce n'étaient pas trois bizarreries séparées? Et si c'était exactement les symptômes que l'on s'attendrait à trouver si notre univers n'était pas fait de choses, mais d'informations? Un système pixelisé, avec des limites de traitement, et où les connexions logiques, le code, sont plus fondamentales que les distances physiques. Soudain, tout s'emboîte d'une manière nouvelle et profonde. Atteindre ce niveau de détail n'est pas seulement pour accumuler des faits curieux. C'est pour comprendre que les questions les plus étranges peuvent mener à une vision du monde plus authentique, une vision qui défie la nature même de ce que nous appelons la réalité physique. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu. Oserez-vous regarder au-delà, vers la dernière frontière? C'est l'heure du niveau 5. Niveau 5, la frontière finale, spéculation et émerveillement. Regardons l'avenir. Si la technologie continue de progresser, un jour pourrons-nous nous-mêmes créer des univers simulés? Et si nous le faisons, quel type de Dieu serions-nous? Serions-nous confrontés au même dilemme éthique que nous avons soulevé précédemment? Peut-être que le destin de toute civilisation intelligente est, à terme, de devenir créatrice de monde. Et peut-être que c'est le but d'une autre. Et voici la question la plus profonde à laquelle ni la science ni la philosophie ne peuvent répondre. Si nous sommes dans une simulation, pourquoi? Quel est le but ultime? Est-ce une expérience scientifique pour voir comment la vie évolue?
Est-ce le travail de fin d'études d'un étudiant dans l'univers réel? Est-ce une œuvre d'art? Un jeu vidéo pour le divertissement de nos créateurs? Ou, l'idée la plus terrifiante, est-ce une prison numérique? C'est la question ultime, et il est possible que nous ne puissions jamais y répondre. Maintenant, une idée qui va vous épater. Nous avons tendance à penser que la conscience, notre moi, notre subjectivité, est quelque chose qui émerge de la biologie complexe de notre cerveau. Mais et si c'était l'inverse? Et si l'univers était fondamentalement de l'information, une mer de code, et que la conscience était la capacité de lire ce code? Dans ce scénario, nous ne serions pas les personnages du jeu, mais les joueurs qui ont oublié qu'ils jouent. Notre conscience ne serait pas dans la simulation, mais elle serait l'interface pour l'expérimenter. Comprendre cela pourrait être la clé de l'avenir de l'humanité. Imaginez, si nous confirmons que nous vivons dans une simulation et commençons à comprendre son code, nous pourrions être capables de pirater la réalité. Je ne parle pas de faire apparaître des voitures de nulle part, mais de reprogrammer les règles à un niveau fondamental. Nous pourrions corriger les bugs génétiques qui causent des maladies, trouver des solutions à la crise énergétique ou même modifier les lois qui régissent le vieillissement. Maîtriser le code de la réalité serait le plus grand bond en avant de l'histoire de notre espèce. Et la dernière idée, la plus provocatrice, et si tout ce voyage avait un objectif? Et si le but de la simulation n'est pas d'être observé de l'extérieur, mais que les êtres simulés, nous, en viennent à prendre conscience de la nature de notre réalité? Et si s'éveiller et réaliser que nous sommes dans une simulation est, en fait, l'objectif final du jeu? Que se passerait-il alors? Le jeu se termine-t-il? Passons-nous au niveau suivant? Où retrouvons-nous nos créateurs? Et avec cette question vertigineuse, notre descente de 5 niveaux est terminée. Nous avons atteint le fond. Maintenant, avec cette perspective nouvelle et accablante, il est temps de revenir à la surface et de contempler le tableau complet. C'est incroyable. Vous vous souvenez comment nous avons commencé? En parlant de l'hypothèse de la simulation comme une idée amusante tirée de The Matrix. Et regardez où nous en sommes arrivés. Nous sommes passés d'une simple référence de science-fiction à la contemplation d'un univers pixelisé, à la découverte de ce qui semble être un code d'autocorrection dans les équations de la physique, à débattre si nous sommes des projections holographiques et à nous demander si notre propre conscience est la clé d'un jeu cosmique. La question n'est plus simplement « pourrions-nous être dans une simulation ?» La question qui résonne maintenant dans notre esprit est « si nous le sommes, qu'est-ce que cela signifie pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous aimons ?» Vous avez vécu une transformation complète d'une idée. Quelle idée de tout ce voyage vous a le plus frappé? Était-ce l'univers pixelisé, l'histoire du héros oublié Konrad Zuse, ou l'idée que s'éveiller est l'objectif du jeu? Faites-le moi savoir dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de lire vos réflexions. Un grand merci de m'avoir accompagné dans cette descente hallucinante. Si votre cerveau a été aussi émerveillé que le mien et que vous voulez continuer à défier les limites de ce que vous croyez savoir, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer notre prochain voyage.